présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue sur France Maghreb 2, mon ramadan à moi, celui de quelqu'un que l'on va découvrir aujourd'hui, il s'appelle Saïd Hamouche. Bonjour Saïd Hamouche, salam alaikum. Alaikum salam, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue dans les studios de France Maghreb 2. Alors vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs ? Alors je m'occupe d'une structure qui s'appelle Mosaïque RH, un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans ce qu'on appelle la promotion de l'égalité des chances et de la diversité dans les entreprises françaises. Ah, ça nous parle beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure en deuxième partie, mais pour l'instant on va faire connaissance un petit peu avec ton enfance. Tu es né à Paris. C'est ça, ouais, dans le 10e arrondissement. D'accord. Alors, né en France, de culture algérienne ? J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, de culture marocaine. D'accord. Voilà. Très bien. Alors quel type d'éducation as-tu reçu religieuse dans ton enfance ? C'est une culture par la transmission, la reproduction en fait des rites plutôt. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs briefs d'enfant avant même d'avoir commencé le Ramadan, d'ambiance très particulière durant ce mois sacré du Ramadan à la maison ? Justement, dans la notion de reproduction, en fait, ce qui pour nous c'était important de faire le Ramadan et avoir une journée classique. Traditionnelle et je me souviens en fait d'avoir fait beaucoup de sport pendant les périodes de jeûne. D'accord. À tel point que moi je suis judoka de formation et donc j'ai eu la chance d'avoir une ceinture noire à 16 ans. Donc j'étais très motivé pour aller m'entraîner, quelle que soit la période de l'année, quelle que soit l'heure. Et donc du coup, je me retrouvais souvent sur un tatami à 1 heure ou 2 heures du ftour. D'accord. Et c'est pas difficile de faire du sport comme ça en pleine journée de jeûne qui nécessite quand même un effort supplémentaire. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. C'est difficile quand tu te poses la question, mais quand tu sais que ça fonctionne comme ça, t'y vas quoi. Alors, tu te poses pas trop de questions. Les premiers jours d'essai, Saïd, ils ont intervenu à quel âge ? Oh, certainement, j'ai aucune mémoire, je sais pas. Certainement autour de 10-12 ans. D'accord. Et pour ce qui est du Ramadan complet, alors ? Oh, franchement, je sais pas du tout. C'est vrai ? Ah ouais, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Tu vois, ça fait partie des choses qui sont tellement naturelles que ça fait partie de toi. Et puis voilà, quoi. Alors, quand je parlais tout à l'heure de transmission, ou plutôt de culture, quel type de parents avais-tu ? C'était un papa assez strict et une maman plus cool ? C'était comment ? Ah ouais, c'est quand même vachement intime là. Ouais, bien sûr. Ah bah oui. Faut s'allonger sur le divan et tout. Presque, ouais, c'est presque ça, absolument. Non, mais on était sur cette génération en fait de travailleurs immigrés qui étaient venus ici en France pour pouvoir avoir un pouvoir économique, pour pouvoir participer à une croissance, développer la France, apprendre des métiers puisqu'ils ont fait plusieurs métiers. Et donc quand tu quittes une terre pour aller sur un nouveau territoire, eh bien tu viens aussi avec ta tradition, ta culture, ta religion et en fait on est beaucoup dans l'automatisme en fait, beaucoup dans la transmission des rites et ça s'est un peu passé comme ça sans trop se poser de questions en appliquant. Mais c'était pas trop strict? Non, jamais. Non, ça fait partie de toi en fait. Donc tu sais pas trop si c'est strict ou pas, mais moi j'estime que c'était pas strict. Ça fait partie de ta culture à part entière. Alors le Ramadan est intervenu, notre premier Ramadan, pas de souvenirs, vraiment. Je te dis des souvenirs sportifs, des souvenirs de bonheur et de joie au moment de la rupture du jeûne, tu vois, mais pas d'anecdote particulière sur mon enfance. Alors quel lien avez-vous à l'époque avec le pays d'origine, donc le Maroc? Un lien purement estival, vacances? Ouais, c'est ça, un lien lié en fait au loisir et un lien de transmission culturelle quand même. D'accord. C'est là où tu comprends que l'Algérie c'est pas le Maroc c'est pas la Tunisie et donc du coup ça c'est une culture propre avec d'ailleurs. Qu'est-ce qui différencie selon toi? Un langage, des pratiques culinaires, une relation à l'autre. Enfin voilà, il y a quand même des spécificités particulières d'une communauté à l'autre et puis ensuite des points communs entre les pays du Maghreb qui sont très forts.
Alors justement, qu'est-ce qu'on à la rupture du jeûne, je suppose que là t'as un souvenir quand même de quoi était composé la table. Moi, le souvenir, le vrai souvenir, c'est la date avec du beurre à l'intérieur. La date avec du beurre. Ah ouais. C'est pas mal gras ça. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sucré gras, c'est parfait. Bon, après. T'as déjà goûté, Christophe, la date avec du beurre à l'intérieur? Non, j'ai pas goûté, non. Il faudrait que tu testes. Franchement, c'est un petit plaisir. Je suis sûr que c'est encore d'actualité aujourd'hui pour toi. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais. Alors la date, enfin les dates et la halela. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Après un petit temps de repos et puis la suite par la suite, quoi. Voilà. Ouais. Alors est-ce que vous étiez amateur de Tarawih pendant le Ramadan? Non, pas du tout. Non. Non. Pas très mosquée? Bah, il y en avait pas. Hein. Les seules. T'avais quelques salles de prière et tu avais. Faut revenir quelques années en arrière. Hein. Ouais, bien sûr. On parle de l'enfance là. Hein. Les mosquées, il y en avait pas à l'époque. Donc nous, moi qui ai grandi à Bondy, il n'y avait pas de mosquée à Bondy. Là, on vient ils ont ouvert une mosquée à Bondy, ça a moins de 10 ans. Ouais. Alors, quel était un petit peu... est-ce que tu as des souvenirs olfactifs de l'enfance et justement de l'adolescence? Est-ce que le Ramadan avait une odeur un petit peu particulière? Est-ce que c'était un petit peu quelque part maussade? Le Ramadan en France, dans un pays où finalement ils sentaient pas très bon Ramadan à l'époque. Non, je crois pas. Non, c'était au contraire. En fait, ça suscitait. En fait, c'est le moment où t'as le sentiment que le temps s'arrête, ouais. Et c'est le moment où viennent les questions, où tu te poses des questions, tu t'interroges. Pourquoi un changement au cours de l'année pour y trouver quoi Et comment faisais-tu pour répondre à ces questions justement? Bah, tu poses des questions, tu lis, tu t'informes, tu t'échanges, dans le cadre de discussion, tu progresses, t'apprends, voilà. Ouais, donc c'est toujours cette soif de savoir. Ouais, c'est naturel. Ouais. C'est naturel. Alors, vers quoi tu te destinais plus tard comme métier? Qu'est-ce que tu voulais faire lorsque tu étais adolescent, on va dire? C'était quoi la branche? Pas vraiment de projet en réalité. Hein. Très très tard, j'ai su que les vraies pistes que j'allais occuper, c'est-à-dire, je crois que j'ai dû d'abord obtenir mon bac pour ensuite commencer à me projeter sur des métiers. Donc c'est plutôt tard. Et ensuite, je me suis lancé sur une filière commerciale, ouais. Pour revenir ensuite à la fac et étudier les ressources humaines. D'accord. Ok, donc après finalement, est-ce que c'est en lien aujourd'hui? Est-ce que tu es aujourd'hui finalement? Ouais, complètement, puisque ce que j'ai étudié à la fac et dans le cadre de la filière commerciale, ça m'est complètement utile aujourd'hui dans mon travail de recruteur, dans mon travail de chef d'entreprise. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des ramadans passés ailleurs qu'en France jusqu'à aujourd'hui? Quelques jours peut-être? De mémoire, non, en fait. C'est curieux, hein. C'est curieux. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Un chef d'entreprise, ça voyage, non? Ouais. Bah, curieusement, jamais sur les périodes de Ramadan. Donc le Ramadan reste ici en France, alors. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Alors justement, si on devait faire un petit peu un lien, un comparatif entre les années de Ramadan à Bondy où il n'y avait pas de mosquée, etc., et aujourd'hui, c'est quoi la différence? Ah, aujourd'hui, c'est des caps qui ont été franchis, hein. Il y a plusieurs étapes qui ont été franchies, et là on voit bien qu'entre le Ramadan d'aujourd'hui et le Ramadan d'il y a 20 ans, c'est une autre époque. Déjà on a une espèce d'accessibilité directe sur les produits de consommation courante, hein. Je me souviens que pour avoir des dates en grande quantité, il fallait se déplacer à Paris à l'époque. Ah ouais. Aujourd'hui, voilà, depuis 4-5 ans, on voit les grandes surfaces se spécialiser sur des rayons autour de la thématique du Ramadan. Et c'est quand même un phénomène qui est incroyable, hein, le pouvoir économique que ça représente, hein, et donc ça a poussé les industriels à s'adapter à nos comportements, à nos modes alimentaires. Et donc c'est très drôle. Business, hein. Ouais, mais c'est très drôle de voir que en fait l'acteur économique s'adapte et reconnaît la communauté qui pratique. Ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que on a beaucoup plus de mal, à mon avis,
d'avoir des considérations sur d'autres aspects de la vie sociale. En revanche, quand il s'agit de la consommation, eh bien là, on te considère comme un individu, un consommateur potentiel, et donc tu as une multitude de services qui est à ta disposition. Donc tu as des supermarchés, tu as de plus en plus de commerçants qui te proposent de la viande halal, tu as, enfin voilà, aujourd'hui tu ne peux pas trouver, c'est impossible de ne pas trouver le produit que tu recherches. Si tu as besoin de cuisiner, si tu as besoin de mettre sur la table quelque chose de particulier, eh bien, tu as une multitude en fait d'offres qui étaient disponibles. Alors justement, comment faire pour éviter, parmi toutes ces possibilités que l'on a, les dérives, parce qu'elles existent. On parle notamment du halal et quelques mosquées, enfin quelques certificateurs qui ont été mis, qui ont été pointés du doigt au travers d'un reportage sur Canal+. Comment est-ce qu'on peut essayer de calmer un peu tout cela et peut-être de construire une charte? Je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Écoute, moi j'estime qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bataille, hein. Il y a juste une raison que chaque citoyen doit avoir. Maintenant, les règles du jeu, elles sont de plus en plus claires. Il y a des niveaux de transparence qui sont de plus en plus puissants. Maintenant, il y a des champs de référence, il y a des labels. Il faut se référer à ça et puis mettre de côté ce qui n'est pas digne de considération et s'orienter plutôt vers les produits de fort niveau de confiance. Moi, je pense que il n'y a pas besoin de rentrer en bagarre ou en bataille. Encore une fois, c'est la réponse du pouvoir économique. C'est-à-dire que si on arrête de consommer une certaine typologie de produits, eh bien les industriels seront obligés de changer de pratique et parce qu'ils auront freiné leur vente, ça remettra en cause leur modèle économique, ça les mettra en danger, et donc ça c'est la meilleure des réponses qu'on peut faire. Ça veut dire donc, que les consommateurs ont une responsabilité aussi, ont un pouvoir extraordinaire. La responsabilité, elle incombe en fait aux consommateurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pistolet sur la tempe en nous disant achète. C'est toi qui décides, c'est toi qui es maître, c'est toi qui vas faire ton chèque quand tu vas avant de quitter la boutique. Donc tu sais où tu mets les pieds et à toi de te poser la question, est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que ça correspond ou pas à mes valeurs, est-ce que ça correspond ou pas, et à partir de là, je pense que la donne, elle peut changer des individus. Voilà. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'après, la remise en cause, elle se fera naturellement. C'est un marché constant qui s'adaptera aux consommateurs. D'accord. Alors, est-ce qu'il a été difficile d'abord de devenir chef d'entreprise en France, dans une société qui finalement de temps en temps a un peu de mal avec ses invités venus d'Afrique du Nord? Oh, moi je pense que si on est tout de suite dans une position de victime, évidemment ça sera beaucoup plus compliqué. Alors après, il faut pas se leurrer. Je crois qu'on n'a pas les mêmes chances que tout le monde. La discrimination, elle existe. Ça génère des inégalités. Cette inégalité, après, il faut savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on estime que on rentre dans une logique d'injustice et on se rebelle? Et cette attitude, elle peut créer du positif, mais aussi elle peut créer du négatif. Donc le positif, c'est créer mettre en place un contre-pouvoir, et ça nous donne du jeu pour pouvoir avancer, mais ça peut nous amener vers une direction beaucoup plus négative et être dans une logique de destruction. Et donc du coup c'est important de comprendre que plus on sera dans des attitudes de victimisation, plus on a de chance à ce que ça nous conduise dans des logiques de destruction. Et donc je pense que c'est important à un moment donné de ne pas se positionner comme une victime, se positionner comme un entrepreneur classique et de jouer ensuite avec les règles du jeu traditionnelles. Donc il n'a pas été difficile de devenir chef d'entreprise pour toi? Non, c'est faux de dire ça. C'est-à-dire que je pense que c'est évidemment plus compliqué que n'importe quel chef d'entreprise. Moi, je suis d'origine sociale modeste, donc quand tu es d'origine sociale modeste, c'est plus compliqué pour toi. T'as pas les réseaux, t'as pas les codes, tu sais pas sur qui il faut t'orienter, et donc ça, c'est un apprentissage qui va être beaucoup plus long. Après, si tu es dans une situation psychologique positive, tu ouvriras, autour de toi s'ouvriront naturellement des portes. Et je crois que ça c'est important
à transmettre aux futurs créateurs d'entreprises, on sait que ça sera plus difficile, mais c'est pas parce que on est dans une logique et une position en fait de dire que c'est plus compliqué que pour nous qu'on arrivera à réussir. Je crois qu'il faut y aller, il faut aller de l'avant, faut prendre un minimum de risques, faut pas prendre tous les risques non plus, je crois, et être positif. Et je pense qu'en étant dans une logique optimiste, on arrivera à être extrêmement pragmatique, et les petites victoires permettront en fait de gagner les grandes batailles. Donc l'ascenseur social n'est pas en panne finalement. L'ascenseur social, il est rouillé. L'ascenseur, il fonctionne pas. Donc il va falloir à un moment donné trouver d'autres systèmes. Donc soit on décide de rester dans l'ascenseur, on est bloqué dans l'ascenseur et on tape dans les murs. Ouais. Soit on décide de trouver des solutions et prendre les escaliers, monter par la fenêtre, trouver des solutions qui nous permettront d'avancer tranquillement et sereinement. D'accord, on va en reparler évidemment de cette entreprise que tu diriges aujourd'hui et son but précis dans quelques instants. Mais auparavant, moi j'aimerais revenir un petit peu, que tu fasses un petit effort de mémoire et que tu nous donnes une anecdote en particulier en rapport avec le Ramadan et ton enfance, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui t'est arrivé, peut-être un événement triste ou heureux, je sais pas, qui est relatif au Ramadan. Bah, en fait, ce qui est l'effort de mémoire, peut-être c'est les retrouvailles en famille, le fait de voir des cousins, le fait peut-être le fait de continuer sa vie, comme je le disais tout à l'heure. Je disais que j'avais fait beaucoup de sport. Moi, je me souviens que je me retrouvais en compétition de judo en période de jeûne. Et évidemment, ta performance elle est un peu moins bien que d'habitude, tu vois. Ouais. Et donc du coup tu te reposes la question, est-ce que c'est bien ou pas de faire le jeûne, est-ce que c'est efficace, ça sert à quoi de faire ça, tu vois. Et c'est voilà, c'est des souvenirs qui me reviennent. D'accord. Est-ce qu'il y a eu après un certain moment aussi la fréquentation de mosquées ou toujours on reste comme à l'enfance, c'est-à-dire non, pas trop de talawir, pas trop de on fait juste le Ramadan, quoi. Bah ça sous-entend en fait avoir une éducation à la religion. Et donc du coup les étapes successifs en fait des différents rendez-vous annuels du Ramadan t'amènent à te poser, à réfléchir, et t'amènent à aller dans cette direction-là. Ouais, d'accord. Alors, Saïd, pour faire un petit peu plus connaissance avec toi, ça va se passer dans un instant pour la seconde partie avec un choix musical que tu feras dans un instant et que l'on écoutera d'ailleurs. Et puis on va parler évidemment de la situation économique, puisque tu es bien placé aujourd'hui en France, dans un instant pour cette seconde partie. Présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Ramadan à moi, présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Le Ramadan aujourd'hui de Saïd Amouche, qui est chef d'entreprise, et il va nous présenter son entreprise qui est toute jeune, hein, une jeune entreprise dont tu vas nous parler dans un instant. Mais juste auparavant, la tradition dans cette émission, c'est une nouveauté d'ailleurs, c'est le choix musical de l'invité qui nous emmène au Moyen-Orient écouter une chanson de Georges Wassouf. Quel est c'est ce genre de musique là qui a dans ta discothèque, Saïd? J'ai pas vraiment de discothèque, mais c'est des morceaux qui nous amènent à prendre un peu de distance par rapport à l'urgence du quotidien. Ouais, ça fait du bien de s'évader de temps en temps quand on est chef d'entreprise. Il faut savoir prendre un peu de distance, se relaxer. Voilà, c'est important. D'accord. Georges Wassouf, on écoute tout de suite sur France Maghreb et France Maghreb 2. الدنيا دي غير من الوداع بحس لما تطلعي معانا الطيار معانا الطيار خليك هنا خلي بلاش تفارق بتقول يومين تغيب سنة
بلاش تفارق خلتنا خاف لما احس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتني اخاف لما احس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خليك يا خليك بلاش تفارق تقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك يا خليك بلاش تفارق تقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتبيعنا حبيب مجروح خايفة من بكرة اللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة سنة وتبيعنا حبيب مجروح خليك كده خليك بلاش تفارق قول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق بلاش تفارق خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتبيعنا حبيب مجروح لا يا حبيبي لا الفرات انا شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة ولا لا 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 يا حبيبي لا الفرات انا شوف كم سنة ضاعوا مننا كم سنة حرام عليك حرام وحياة عليك حرام خليك هنا بلاش تفارق حرام عليك حرام وحياة عليك حرام خليك هنا وبلاش تفارق خليك هنا خليك هنا Voilà une chanson de Georges Wassouf, donc choisie par notre invité aujourd'hui, Saïd Amouche, aujourd'hui chef d'entreprise. Alors, avant d'être chef d'entreprise, vous êtes passé par la fonction publique. Oui, en fait, j'ai passé 5 ans à l'éducation nationale. C'est un bon entraînement ça pour devenir chef d'entreprise que de passer par la fonction publique, non? Ah, c'est un préjugé là que tu vas. Oui, voilà. Peut-être. Je suis dedans. Je suis tombé dedans. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des univers, c'est des mondes qui sont complètement différents. Hein. C'est des mondes où chacun a ses propres codes, chacun a ses propres marques, ses règles. Et ouais. donc, parmi la règle qu'on retrouve, c'est effectivement le rythme. Moi, je me souviens qu'au ministère de l'Éducation nationale, c'est entre 9 et 13 semaines de congés par an. Et donc, du coup, voilà, ça donne la donne. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chef d'entreprise? Entrepreneur social. J'aime bien ce concept, moi, d'entrepreneur social. Ouais. Parce que en fait, finalement, on utilise les moyens d'un chef d'entreprise pour travailler sur une cause, faire avancer une cause sociale qui est importante. Et en l'occurrence, nous, on travaille sur les questions de discrimination à l'emploi. Ah oui, d'accord. Donc évidemment que ça intéresse nos auditeurs. Alors, en quoi tu réponds à ce genre de demande? Quel est exactement le but de ton entreprise? Moi, je considère qu'en France, en fait, on est arrivé clairement à des fins de cycle. Ouais. Le cycle où on attend tout
de l'élu, c'est-à-dire du maire, Ouais. du gouvernement, du responsable de la collectivité pour pouvoir Les trois gérer assistés. les affaires. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que être dans cette logique-là, c'est forcément une logique de dépendance. Et donc du coup, quand on confie en fait une responsabilité à un élu et que cet élu ensuite a les manettes, c'est lui qui décide. Ouais. Il décide pas pour nous. Et donc du coup, en fonction du budget, en fonction de la conjoncture, en fonction des pressions qu'il a autour de lui, eh bien il traitera plus ou moins bien la cause sur laquelle on est en difficulté. Et donc du coup, on a beaucoup cru en fait que l'État, la collectivité pouvait apporter une réponse aux questions de discrimination. On est forcé de se rendre compte que les discriminations, elles n'ont jamais été aussi violentes aujourd'hui. On attendait beaucoup en fait de la loi, de la législation pour pouvoir cadrer les choses. On se rend compte que malgré les testings, eh bien on continue à avoir des systèmes discriminants quand on va chercher un logement, quand on essaye d'accéder aux études supérieures, quand on essaye de trouver un emploi. Il y a des discriminations qui existent. Elles sont de plus en plus mises en avant et on voit bien qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Alors, c'est pas une attitude qui consiste à dire on élimine tout ce qui a été fait et on trouve la solution. Je pense que c'est la multiplicité des bonnes initiatives, c'est la multiplicité des innovations qui permettra à un moment donné de réduire les écarts. D'accord. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, ton entreprise, le chef d'entreprise que tu es, de quoi s'occupe-t-il exactement? Qu'est-ce qui fait vivre ton entreprise? Alors justement, nous on a notre projet, c'est de montrer à l'ensemble de la France et à l'ensemble des recruteurs qu'en France il y a de plus en plus de jeunes diplômés. Il y a encore trop souvent des décideurs, des cadres dirigeants qui nous disent que ils ne recrutent pas sur des fonctions de cadres dirigeants parce qu'ils ne trouvent pas en fait des gens formés. Et nous on a créé cette structure pour justement mettre en avant la multiplicité des gens qui accédaient à l'enseignement supérieur ou qui étaient capables de prendre des responsabilités de haut niveau, des responsabilités de cadre, de responsabilités de cadre dirigeant dans ces boîtes-là. Et donc du coup, pour aller au bout de ce processus de réflexion, ce qu'il fallait faire, c'est de pouvoir avoir une base de données de ces individus, de ces gens, pour pouvoir ensuite les présenter. Et donc le premier travail, il consiste à aller voir des boîtes en leur disant, voilà, vous avez besoin de recruter, eh bien pensez à passer par notre organisation pour pouvoir recruter, parce que nous on va pouvoir vous proposer Vous êtes un des relais candidats. en fait, bonne intérim, non? C'est ça? Non, c'est un cabinet de recrutement. Nous on va pouvoir vous présenter des candidats qui correspondent au niveau de compétence, avec le niveau de sérieux que vous exigez. Et ces candidats-là, ils ont comme particularité d'habiter les quartiers populaires. Ils sont d'origine sociale modeste. Ils sont un peu plus en situation de difficulté parce qu'ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les ouvertures que naturellement ont. Et vous n'allez pas aller les chercher parce que vous les connaissez pas. Et bien nous, on va vous les présenter et vous verrez, en passant par nous, vous allez recruter vraiment de très très bonnes candidatures. Est-ce que vous êtes très sélectif? Alors évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir un discours de promesse et ne pas être sélectif. Donc on présente à peu près sur 4 CV, il y en a un qui va signer un contrat de travail. D'accord. Donc ce qui est pas mal, bonne moyenne. À partir d'un ce qu'on appelle un profil de poste, un besoin exprimé par le recruteur. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à vos services aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas été aussi difficile de se faire connaître pour une telle démarche? Finalement, les entreprises se disent moi j'ai qu'à faire appel aux boîtes d'intérim ou à la NPE, ça sera la même chose. En fait, c'est pas le même métier. C'est-à-dire que la NPE, c'est un outil de traitement de chômage de masse. C'est ça. C'est-à-dire qu'on considère pas vraiment l'individu. On va traiter une masse d'individus. Et le but, c'est de faire tomber le stock d'offres d'emploi et le stock d'individus. Donc, on voit bien que l'approche, elle est pas du tout la même. Nous, on est plutôt orienté. On fait de la microchirurgie quelque part. D'accord. Ok. Alors, est-ce que finalement, Saïd, qu'est-ce qui vraiment profondément t'a donné envie de créer ce concept? Est-ce que c'est l'injustice que tu as vu autour de toi se multiplier, cette problématique qu'a cette jeunesse issue de l'immigration? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on constate ou quand on vit l'injustice, à un moment donné, il va y avoir une réaction, et cette réaction, elle peut être soit positive, soit négative. Nous, on a décidé de réagir
au phénomène en fait des médias qui montraient en fait une image négative de la banlieue. Nous on avait envie de montrer les 95% de ceux qui avaient envie de réussir, se battre, se lever, qui cherchent un boulot et qui sont hyper positifs, et pas les 5% qui sont à la marge et qui génèrent des dysfonctionnements. Nous on avait envie de montrer en fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui allaient dans les universités. Je vais vous donner un chiffre qui est très flagrant. Ouais. Le territoire de la Seine-Saint-Denis, chaque année, produit 15 000 jeunes diplômés. 15 000 jeunes diplômés qui sortent des 2 universités de Seine-Saint-Denis. C'est énorme. Donc on peut pas nous dire aujourd'hui, on peut pas continuer à entendre de nos leaders, de nos élites, dire que il y a un problème de qualification, il y a un problème de motivation, il y a un problème, et c'est comme ça qu'on explique en fait le chômage dans les banlieues. Non, il y a un problème d'habitude, il y a un problème de considération, il y a un problème d'ouverture, et c'est à ça qu'on essaye de s'attaquer. Alors on va pas être dans une revanche, dans une bataille, on va être dans une dynamique très constructive, très construite, autour d'une relation commerciale qu'on installe avec des entreprises qui ont besoin de recruter, et nous on présente en fait des candidats qui sont issus des quartiers populaires. Et quel type d'entreprises font appel à vos services? Alors nous on a fait le choix de se spécialiser très rapidement en fait sur ce qu'on appelle les grosses boîtes, le 440. Ouais. Aujourd'hui on travaille quasiment avec une entreprise, on est en connexion directe avec une Ils sont pas entreprise sur vraiment deux en forme en ce moment, hein. du 440. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si on arrive à avoir sur un plan de recrutement de 300, 400 cadres, si on pouvait avoir 5 recrutements de postes de cadre, eh bien, on aura réussi à installer des exemples de réussite dans ces entreprises. Signer dans une entreprise avec une forte notoriété, eh bien, ça booste un CV, ça booste une carrière, ça relance une image positive. Mettre des jeunes sur des postes de cadre dans ces entreprises et faire en sorte qu'ils réussissent, eh bien, je peux vous dire que naturellement, on va changer l'image de la banlieue parce que ça va être les meilleurs ambassadeurs. Ça veut dire que on peut s'appeler Mohamed et être super diplômé et s'appeler Henri, et peut-être avec un peu moins de diplôme ou équivalent, on va préférer prendre Henri aujourd'hui. C'est un constat, c'est une réalité ou pas? C'est une étude du Bureau international du travail, ça a été soutenu par la Commission européenne. Et évidemment, il y a des discriminations qui existent au regard de l'âge. C'est le premier critère. Une personne qui a à compétence égale, qui a plus de 45 ans, elle va avoir 7 fois moins de chances d'accéder à un entretien de recrutement. Par contre, quand on est sur le phénomène en fait du prénom, c'est-à-dire un prénom d'origine africaine ou un prénom d'origine maghrébine, on va avoir une statistique à 4 fois plus de difficultés. Et le CV anonyme, alors vrai ou bonne idée? Moi je pense que c'est le problème de la France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance une idée, on a déjà tué l'idée avant même qu'elle se développe. Ouais. Je crois qu'il faut laisser les choses se développer. Il faut laisser en fait les acteurs s'emparer en fait des différents outils, et puis on verra avec le temps. C'est-à-dire que il y a besoin de faire évoluer les choses. Nous on a plutôt cherché à faire une démarche un peu contraire. On a créé en fait le CV vidéo. C'est-à-dire que nous on préfère montrer les gens. D'accord. Donc c'est des petits films de 60 secondes. On va sur le site internet de notre organisation, mosaïque-rh.com. Ouais. Mosaïque avec un K, rh.com, un K et un Z, pardon. Et on peut voir à peu près 150 portraits en fait de jeunes qui cherchent du travail, et c'est des films qui les présentent en 60 secondes. Et D'accord. ils ont 60 secondes pour convaincre un recruteur. D'accord. Et est-ce qu'il y a des objectifs fixés chaque année, un peu plus d'emplois? Comment ça se passe? Quelle est la politique de la maison? Chez nous, en interne, ouais. Nous on va essayer de passer d'année en année sur un volume d'offres capté chez les recruteurs de plus en plus important. Donc on est passé de 150 placements en 2009 à 400 placements en 2010. D'accord. Voilà, et on espère peut-être doubler encore cette année, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, parce que mais ça doit pas être facile, sincèrement, de s'attaquer sur un tel concept. On peut s'apercevoir que d'être chef d'entreprise, c'est déjà pas facile, mais alors en plus s'attaquer sur un dossier qui est très très fragile en France, vous touchez de très près des réalités qui peuvent faire mal de temps en temps, Saïd. Ouais, bien sûr, mais en fait, elle est là la différence. C'est-à-dire que si à partir du moment où on considère que ça va pas être facile, il faut être un peu rêveur. C'est-à-dire si on considère que c'est pas possible dès le début, ou c'est plus compliqué, eh bien on a déjà 2 mètres en
en arrière de la ligne de départ. Ouais. Alors, est-ce que par exemple cet après-midi, des auditeurs, auditrices nous écoutent, des jeunes qui sont des jeunes diplômés et qui n'arrivent pas à trouver de travail, pouvez-vous leur donner un coup de main? Alors en fait, comment ça se passe? Voilà. Nous, on peut pas, on n'est pas dans une logique où on ouvre l'ensemble. On peut pas aider tout le monde. Ouais. Donc on a décidé de se concentrer déjà sur une niche qu'on appelle les jeunes diplômés. Ouais. Bac plus 2 à bac plus 5. Et donc ça réduit, parce qu'on peut, si on veut être efficace, il faut se spécialiser. Ensuite, on s'est dit, pour pouvoir être efficace, qu'est-ce qui va faire la différence entre 4 CV? Ouais. La différence qui nous arrive comme ça, on va aller à l'inverse de ce que pratiquent aujourd'hui les travailleurs sociaux. C'est-à-dire les travailleurs sociaux aujourd'hui ont des bureaux d'accueil, Ouais. ils accueillent les publics, et ensuite on trouve une solution. Ouais. Nous on s'est dit, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir une solution, c'est-à-dire trouver un recruteur qui est OK pour pouvoir recruter avec nous et donc qui attend de nous de lui présenter des CV. D'accord. Et ensuite, à partir du moment où on a ces CV-là, à partir du moment où on a ces profils de poste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer pour que les jeunes se positionnent. C'est-à-dire que c'est à eux de devenir acteurs de leur recherche. Et donc, ils nous transmettent leur CV. Et ensuite, nous, on va mesurer l'écart. Et si le CV correspond parfaitement, eh bien, on va appeler le candidat dans un premier temps, et ensuite on va le rencontrer. Et si le candidat correspond à 100%, on va présenter son CV à l'entreprise. D'accord. Et est-ce qu'il y a un travail de suivi aussi après l'entretien, après l'embauche aussi éventuellement? Notre modèle, en fait, il est très original. C'est-à-dire que à partir du moment où le candidat, il va avoir signé son contrat de travail, c'est-à-dire que nous, on va facturer ensuite l'entreprise. D'accord. L'entreprise va nous payer, et avec la marge de la vente, on va financer des ateliers pour permettre en fait à ceux qu'on a rencontrés et qu'on n'a pas présentés parce qu'ils ont été un peu moins performants dans la présentation, parce que leur projet professionnel n'est pas clair, parce qu'il y a besoin de faire un travail de coaching sur eux. On va financer en fait des ateliers qui vont en parallèle permettre en fait à ces candidats d'être les meilleurs sur le prochain rendez-vous. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très intéressant et je vous invite à aller sur le site internet. Il y a peut-être plus d'informations. Comment ça se passe? mosaïkrh.com, mozaïkrh.com. On va revenir au Ramadan parce que c'est quand même le principal but de cette émission. Est-ce que le Ramadan, pour toi, Saïd, c'est un mois de travail plus que jamais? C'est un mois de travail à deux niveaux, c'est-à-dire que c'est un mois où on continue sa vie traditionnelle, mais on va travailler également sur le spirituel, sur son énergie, sur son éducation, sur l'accès au savoir au niveau de sa culture pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que tu espères de mieux pour tes enfants, Saïd? Eh bien, qu'ils vivent dans une société un peu moins discriminante, qu'ils aient les mêmes chances et accès aux mêmes droits que tout le monde. Et le Ramadan, est-ce que tu es un papa qui va donner l'envie de faire le Ramadan, qui va forcer les enfants à faire le Ramadan? Quel genre de papa es-tu? Non, moi je pense que la meilleure des vertus, c'est la pédagogie. Ouais. Et le dialogue. Le dialogue, la compréhension, l'accès à la connaissance. Très bien. Alors Saïd, on va finir par une petite tradition, c'est 3 questions avec 3 choix à faire. Tu nous expliques pourquoi. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Saïd Amouche, Sharba ou Halila? Moi je pense qu'il faut alterner. Si tu as la possibilité d'alterner, c'est bien vu. Ça diversifie ton repas. D'accord. Tes repas. Une petite préférence quand même, non? Parmi les deux? Culture marocaine oblige. Halila. Eh ouais. El Quds ou Médine? Médine. Pourquoi ce choix? Le symbole. D'accord. Et enfin, état laïque ou état religieux? Un état laïque ne t'empêche pas de pratiquer ta religion. Bon, ça me va bien. Saïd Amouche, merci en tout cas d'être passé par nos studios pour vous être raconté. Je sais que ça a été dur pour vous aimez pas trop ça. Mais bon, en tout cas, vous l'avez fait très bien et je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite pour éventuellement reparler si besoin de problèmes de discrimination, d'économie, enfin de tout cela, puisque vous êtes un spécialiste en la matière, on peut le dire. Merci beaucoup Saïd Amouche, à bientôt. Merci Christophe et bravo pour votre boulot et la qualité de votre travail. Longue vie. Je vous remercie monsieur le chef d'entreprise. Je serai peut-être recruté bientôt alors. À très vite.